Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du consensus. Comme je vous dis souvent, voilà, faut se méfier un petit peu du consensus en règle générale. On est plus proche de la fin que du début, bien entendu, quand tout le monde commence à penser la même chose. Il y a toujours l'aspect timing, et donc l'aspect anticipation. Mais donc, c'est toujours le même topo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde va vous parler donc, de la réouverture économique, de l'orgie de croissance qui peut s'y dérouler, et donc de l'inflation qui est liée, de la peur de la hausse des taux, etc. Mais ça, finalement, ce sont des arguments et des anticipations dont on avait déjà pu parler et qui ont lieu depuis la découverte donc, du vaccin en novembre dernier. Ce que l'on a eu, donc, c'est essentiellement des géants qui ont modifié leur allocation de portefeuille et qui sont allés chercher donc, des actions qui peuvent résister à l'inflation, c'est-à-dire avec des actifs réels, donc des titres plus value. Ils sont allés chercher des titres cycliques pour jouer la réouverture économique et ils se sont retirés globalement des actions qui souffrent en règle générale de l'inflation et surtout donc de la hausse des taux, c'est-à-dire les valeurs plus technologiques. Comme je vous l'avais dit, ces rotations-là ne se passent pas d'un jour à l'autre, c'est des rotations qui se font au fur et à mesure, et aujourd'hui, on le voit, quasiment 8 mois après, on est arrivé à peu près du 50-50. La plupart des gérants, quand on regarde leur pondération de portefeuille, ont descendu leur allocation à 50% à peu près au niveau des valeurs technologiques et sont du coup, avec ce cash-là, remontés au niveau des valeurs cycliques, value, etc. Et donc là, l'idée, évidemment, c'est que Bank of America donc, a sorti son dernier rapport et ce qui ressort de ce dernier rapport, c'est cet état de fait, c'est ce consensus. Le fait que, si on regarde le schéma ici, c'est que vous avez 69% donc, des sondés. Je rappelle que l'étude de Bank of America, en fait, c'est un sondage par rapport à des gérants. Bien entendu, les gérants sont des hommes, ils ont leur propre biais psychologique, ils font également des erreurs, et ils sont baladés, tout comme nous, par le bruit qu'il peut y avoir en permanence sur les marchés. Même s'ils ont un niveau d'expérience et d'expertise, bien entendu, mais voilà, ils forment à eux le consensus. Et c'est bien là l'idée, c'est que le consensus c'est bien parce que ça crée le momentum, comme je vous l'ai dit, donc ça crée, c'est un petit peu comme un paquebot si vous voulez. Vous avez besoin de temps pour commencer entre le moment où vous donnez l'indication qu'il faut tourner et le moment où il tourne vraiment, vous avez ce laps de temps. Et bien là, c'est exactement la même chose, c'est de cette façon-là dont il faut voir les choses. Et donc l'avantage d'un particulier, c'est qu'il peut beaucoup plus facilement non pas anticiper dans ses positions, mais anticiper potentiellement le coup d'après, et donc être prêt quand le marché commence à démontrer qu'il commence à tourner. Donc là, l'idée, vraiment, c'est de se dire, c'est pas vraiment de s'attacher à se dire, bon ben voilà, on a aujourd'hui la réouverture économique, donc tout ce que le marché a pu anticiper, toutes les hausses qu'on a pu vivre, etc., c'est pour finalement valoriser ce qui est en train d'arriver maintenant et ce qui arrivera dans cet été globalement. Et globalement, c'est toujours la même chose, c'est quand vous commencez à rentrer dans ce que le marché a anticipé, que le marché anticipe le coup d'après. Tout ce que l'on connaît aujourd'hui, le marché l'a anticipé il y a déjà 8 mois. Globalement, il s'est mis à l'anticiper. Et après, vous avez cet effet paquebot évidemment. Et là maintenant, l'idée c'est de se dire, quand on joue la réouverture, quand on joue et qu'on voit donc la majorité des gérants qui croient donc à une inflation supérieure à la moyenne, mais également à une croissance supérieure à la moyenne, l'idée c'est de dire l'inflation c'est pas forcément mal tant que vous avez de la croissance à côté. Là l'idée maintenant c'est de se dire, ok, on a nos goulots d'étranglement qui sont inflationnistes, on a éventuellement des hausses de salaire que l'on voit, mais qui sont vraiment spécifiques au secteur du tourisme. Pourquoi? Parce que vous avez encore énormément d'aide de la part des gouvernements, et donc pour beaucoup de travailleurs, c'est aujourd'hui pas intéressant de retrouver du travail qui sera moins bien payé que finalement les aides. Donc ça pousse l'inflation des salaires, mais sur vraiment d'une manière spécifique, et on va dire d'une manière non durable. Si on regarde l'ensemble des autres salaires, et notamment on va dire sur les autres secteurs d'activité que ceux liés au tourisme et donc à ce pic lié à la réouverture, on n'a pas ces pressions inflationnistes-là. Donc c'est là où on voit que le marché également retombe un petit peu dans ce que la Fed a répété maintenant depuis de nombreux mois. C'est plutôt donc l'idée d'une réouverture économique, on est en train de battre le Covid, mais cette réouverture et donc cette croissance
ça sera une croissance de soulagement, et donc on a une inflation également qui serait plutôt temporaire. Et on le voit, pour l'instant, c'est plutôt en maîtrise. Mais l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que peut éventuellement proposer et anticiper le marché plus tard? C'est ça vraiment l'idée. Et dans cela, on peut avoir plusieurs éléments, et un des éléments, c'est de se dire, bon, ben, on a éventuellement un des risques, c'est que l'orgie de croissance, donc de soulagement, de dépenses de soulagement que l'on nous annonce maintenant et qu'on anticipe éventuellement ne sera pas aussi fort. On a commencé un petit peu à jouer, à se faire peur hier avec des statistiques sur la confiance du consommateur qui sont très bonnes, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, à court terme, on risque énormément, comme le marché a énormément anticipé de choses, on risque de se faire balader par la moindre stat. Un moindre stat qui nous refait peur sur des pressions inflationnistes qui vont être plus durables, la moindre stat qui nous fait peur éventuellement sur la croissance qu'on a anticipée, l'orgie de croissance et de dépenses. Parce que si on se retrouve avec des consommateurs qui certes vont avoir des dépenses de soulagement, mais vraiment spécifiques à certains secteurs d'activité liés au tourisme, etc., est-ce que ça sera réellement durable et est-ce que ça sera aussi fort que toutes les attentes? Ce qu'il faut bien se dire, c'est que le marché a anticipé le meilleur des mondes. Et donc là maintenant, qu'est-ce qui peut créer de la volatilité sur le marché? C'est finalement que le marché se dise, ces anticipations-là, elles ont été bonnes, ou elles vont être moins bonnes que ce qu'on a anticipé, donc on refait un décalage, et maintenant on joue la suite. La suite, en fait, c'est quoi? C'est une fois qu'on a passé ces éléments-là, c'est en fait le retour. C'est le retour dans un schéma économique un petit peu également de retour en régime normal, c'est-à-dire une inflation qui rebaisse à des niveaux classiques et une croissance également qui rebaisse à des niveaux classiques. Et donc quelque part, ce qui est magnifique d'un point de vue pédagogique, je serais tenté de dire, d'un point de vue boursier à la fois et d'un point de vue économique, c'est comme si en l'espace d'une année finalement, on avait vécu toutes les phases que l'on peut vivre dans une tendance boursière. Le crack, la remontée contre un mur de crainte, et puis derrière l'euphorie, et puis ensuite le doute, et ainsi de suite. Et économique aussi, on aura vécu finalement tous les cycles, hein. La crise, la relance également, donc le retour de l'inflation, le retour de la croissance, et puis là maintenant, éventuellement, la crainte qui peut arriver aussi, c'est que tout ça, ça se transforme peut-être en une baisse de l'inflation, mais aussi une baisse de la croissance, voire le pire, ça serait une stagflation, et ainsi de suite. Donc du coup, quand on sort les charts, ce que ça nous annonce, c'est rien de plus que le consensus, et ce que l'on a pu voir, le paquebot qui s'est mis en marche déjà depuis les vaccins, c'est donc qu'on a surpondéré les matières premières, on a surpondéré les banques, on a surpondéré les matériaux de base, on a surpondéré l'industrie, donc value, etc. Ce qui est intéressant également, c'est que toutes ces précédentes années, la majorité des gérants avaient surpondéré la tech et surtout donc les US avec un dollar fort. Et maintenant qu'on a un dollar qui faiblit, qu'on se dit il faut revenir à la value, etc., et bien vous avez pu remarquer aussi, on en avait parlé également il y a plusieurs mois de ça, c'est qu'on a eu une rapatriation de certains fonds qui sont revenus investir de manière domestique. Le Japon, Asie plus globalement, et puis surtout, ce qui nous intéresse, nous, l'Europe. Donc on a eu également ce retour-là. Ça ne veut pas dire que les États-Unis c'est mort, mais vous le voyez, là aussi, on a eu un changement de course de paquebot, et on le voit avec le changement de course du dollar. Et donc, évidemment, on voit les sorties de la tech, on voit les sorties du cash, notamment sortie du dollar, sortie de l'obligataire, et aussi avec l'inflation qui met une pression donc sur l'obligataire. Si on zoome un petit peu plus, on voit également on revient aussi sur les valeurs défensives, donc les valeurs non cycliques, et qui ont donc du dividende. Le désavantage de ces valeurs-là, et donc la santé aussi, etc. Le désavantage de ces valeurs-là, c'est qu'elles sont souvent aussi très endettées. Donc elles peuvent avoir aussi une pression négative si jamais on rejoue à se faire peur sur l'inflation ou qu'on a donc les taux d'intérêt longs qui se remettent à remonter. Mais comme je vous l'avais dit, la majorité des sociétés ont quand même profité du Covid pour se refinancer. Donc si on regarde, toutes les dettes ne se valent pas, et si on regarde les dettes, au-delà de regarder les actifs, etc., il faut aussi regarder l'échéance de cette dette, et donc regarder le poids de la dette dans justement
les valorisations des sociétés. Et donc bien faire attention que oui, il peut y avoir une dette qui est lourde, mais si elle est déjà refinancée pour X années à venir, la pression au niveau des taux ne sera pas aussi importante que pour une société qui n'a pas profité ou devra refinancer déjà dès l'année prochaine ou dans 2 ans. Et là, les taux peuvent être supérieurs et donc peuvent créer éventuellement un souci là-dessus. Mais en tout cas, on le voit, on est revenu sur l'énergie, etc. Donc quand on parle énergie, c'est surtout pétrole, essentiellement. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue contrarien, on a vu ces valeurs tech, du coup, qui ont été, entre guillemets, délaissées, même si elles sont encore bien surpondérées dans les portefeuilles, mais elles sont revenues à des niveaux, du coup, qui deviennent intéressants pour jouer les rebonds. Et ces rebonds ont déjà eu lieu parce que j'ai un peu tardé à faire cette vidéo, mais globalement, c'est ce que j'avais essayé de vous dire dans les vidéos d'analyse déjà pendant les week-ends. C'était l'idée voilà, que la tech n'était pas morte et on voit qu'on a des bons rebonds. Mais du coup, on voit que tout le monde pense en gros qu'il va y avoir forte croissance, forte inflation. On est très haut également sur les anticipations, on le voit, économiques, donc on pense que ça va être l'orgie, hein, tout simplement, mais je pense qu'on a raison de le croire. Et au niveau donc des bénéfices des sociétés, là aussi, c'est l'orgie. La question vraiment à se poser, c'est la durabilité. C'est la même question avec l'inflation, c'est la durabilité. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vivre tout le cycle économique, mais en version accélérée. Et donc là, ce qu'il faut se dire, c'est avoir la vision à long terme, oui, mais bien comprendre, comme je vous l'explique souvent, les poupées russes, c'est-à-dire que avant d'atteindre cette vision-là, on peut avoir, quand le consensus est d'accord, on peut avoir une correction intermédiaire. Cette correction intermédiaire, c'est l'idée, voilà, de dire qu'on peut avoir des sociétés qui du coup n'arrivent pas nécessairement à délivrer leurs produits finis pour les histoires de goulot d'étranglement. On peut également retrouver une inflation qui se réduit et une croissance qui va redevenir molle ou qui va se réduire assez rapidement une fois qu'on a cet effet soulagement qui est passé et qui peut-être ne sera pas aussi fort que ce que l'on croit ou qui ne sera pas aussi durable que ce que l'on croit. Et ça peut créer une petite base de flottement justement où le marché peut avoir besoin de se réajuster à dire, bon ben voilà, la partie croissance folle, etc., on va avoir les résultats, c'est-à-dire c'est là où vous devez faire attention. Quand on va, les statistiques, tout ce qui va sortir maintenant, ça va être bon, ça va être meilleur que prévu, etc. Très bien, mais ça va ne faire que valider que le marché a eu raison pendant 8 mois d'anticiper ce qu'il a anticipé. Là, le marché maintenant, pour moi, il est potentiellement en train déjà de tourner le gouvernail. Le paquebot continue d'aller vers la gauche, mais on est en train de tourner le gouvernail pour essayer de remettre le paquebot un peu plus en rectiligne, mais on ne le voit pas encore. Ça, je pense que c'est vraiment une bonne image pour bien le comprendre. C'est que la machinerie, potentiellement, petit à petit, est en train de changer de cap, mais le paquebot continue d'aller dans un sens. Et avant qu'on commence à le voir commencer à s'incliner, ça prend du temps. Et c'est là, nous, vraiment, l'avantage qu'on peut avoir en investisseur particulier, c'est que pour nos portefeuilles, même s'ils sont importants, on peut modifier voilà, les pondérations plus rapidement qu'un gérant peut le faire éventuellement. Ensuite, on continue donc au niveau des risques que tous ces gérants voient. On voit bien que l'inflation est bien revenue sur le devant de la scène en mai, on a eu cette deuxième découpe. On voit que toujours, c'est évidemment les banques centrales, le fait qu'elles vont réduire, mais comme je vous dis souvent, le marché a besoin de s'adapter aux nouvelles, donc quand il y a quelque chose qui arrive, un nouveau risque, etc., on en a peur, et puis après, on commence à l'accepter. Je veux dire, aujourd'hui, quand la Fed resserre les taux, etc., réduit ses aides, il faut aussi... c'est moins de liquidité, donc le marché a peur de ça, bien entendu, mais ça veut aussi valider que l'économie repart. Donc petit à petit, on enlève les roues arrière, et tout le jeu, évidemment, c'est pas de les enlever trop tôt ou trop tard pour éviter la surchauffe économique. C'est tout l'enjeu là-dessus. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que le marché peut avoir peur à court terme, voilà, de cette réduction de liquidité, etc., et de soutien, mais peut aussi se raccrocher au fait que l'économie est capable de repartir d'elle-même. Là où le marché commence à se casser la figure quand on retire les petits trous arrière et le marché se casse la figure, c'est parce que le marché n'a pas confiance justement dans la capacité de l'économie de croître et de se maintenir d'une manière durable en croissance d'elle-même sans l'aide des banques centrales. C'est ce qu'on avait eu en 2018.
Donc si on continue les niveaux de cash, on est à 4% de niveau de cash, donc on voit en gros c'est très investi. J'ai pas le graphe ici, mais moi ce que je regarderai plus, surtout, c'est on a eu Archegos, donc on a eu toutes ces caps en mode euphorie qui ont énormément dégonflé. Vous avez eu l'effet crypto aussi. Ce qu'il faut bien comprendre dans le marché, c'est cette relation offre et demande. Ce qu'il faut bien comprendre dans le marché, c'est que le risque, c'est pas tellement la baisse, c'est la volatilité éventuellement de cette baisse. Et cette volatilité-là, elle est liée au fait qu'aujourd'hui, tout l'argent qui pouvait être investi est investi. Tout l'argent qui pouvait être prêté avec de la dette est investi aussi. Donc vous avez aujourd'hui un certain nombre de leviers, etc. Donc le plus gros risque du marché, c'est que on a continué d'agrandir la salle de concert, mais on a gardé les portes de sortie de secours de la même taille. Et donc à partir de ce moment-là, le plus gros risque, c'est que vous avez un choc. Vous avez, pour une raison X ou Y, le marché qui se met à avoir peur. Vous n'avez même pas besoin que ça soit un gros truc. Ça peut suffire à commencer à déclencher les appels de marge. Et c'est ça qui vous crée la volatilité. Donc c'est là où mon but, c'est de vous dire, en bourse, il ne faut pas anticiper, on attend d'avoir les signaux sur le marché. Mais il faut quand même être préparé. Être préparé à l'inattendu, être préparé à un certain nombre de scénarios pour pouvoir, lorsque on voit le paquebot qui commence à shifter, savoir déjà pourquoi et être préparé au niveau de ses positions, etc. pour pouvoir faire tourner son portefeuille également le plus rapidement possible avant que l'ensemble du marché ait déjà tourné le truc, parce que c'est trop tard évidemment. Donc c'est là où mon idée de ces vidéos, c'est voilà, de vous prévenir plus que guérir, hein, bien entendu. Donc l'idée, là aussi, c'est que ce graphe-là qui est intéressant, c'est que vous le voyez, on s'est vraiment détendu sur l'inflation et donc la hausse des taux longs. On le voit également. Donc, et là, ce que l'on voit, c'est qu'il faudrait vraiment dépasser sur le taux à 10 ans américain, hein, il faudrait vraiment dépasser les 2,5% pour que ça impacte. Mais vous voyez, en mai, c'est les 2,25 qui sont revenus. Donc on pensait 2,5, on est en train de réduire les attentes. Donc ça, c'est quand même le gros sujet boursier, donc il ne faut pas non plus le balayer d'un retour de la main, ça reste le gros sujet du marché. Mais ce qu'il faut également se dire, c'est que autant ces derniers mois, lorsqu'on parlait inflation, ça ne faisait que renforcer le fait que les gérants et le paquebot continuaient à aller dans le même sens, de dire, eh ben, je continue de sortir un petit peu de mes valeurs technologiques et je rajoute sur mes valeurs value, je rajoute sur mes valeurs cycliques. Là, maintenant, ce que l'on peut sentir, c'est que on peut continuer d'avoir peur sur cette inflation et sur cette remontée des taux, donc je continue à sortir de la tech, mais j'ai également peur, quelque part, que ma croissance ne soit pas aussi forte ou qu'on soit déjà au top et que maintenant, en fait, on va avoir une croissance qui est beaucoup plus rectiligne, beaucoup plus normalisée. Et donc à partir de ce moment-là, mes cycliques sont déjà très bien valorisés par rapport au meilleur des mondes possibles. Mes values potentiellement, encore il reste de la marge, mais globalement là aussi. Et donc je suis un petit peu plus, en fait j'ai envie d'être un peu plus prudent et donc je suis plus défensif. Donc je vais chercher de la santé du non cyclique, donc plus des valeurs, on va dire dividendes, je vous ai dit, mais avec cette relation dette aussi à intégrer quand on est dans un monde de taux qui peuvent continuer de remonter. Donc là aussi, c'est important de bien le prendre en compte. Je vous ai dit, il y a une étude qui était sortie d'Oxford Risk, justement, et c'est ce que je vous ai dit, les gérants, il faut faire attention quand on regarde ces études qui sont faites là avec les gérants, ce qu'il faut bien prendre en considération aussi, c'est que les gérants sont altérés par leur propre psychologie, par leur propre biais de confirmation, etc., le biais du surveillant, tout ce que vous voulez, ils passent également par tous les biais. Et ça a été validé par une étude d'Oxford qui est sortie hier, donc j'ai trouvé que c'était justement un bon timing de cela, qui révèle que le bruit entraîne d'énormes incohérences dans les niveaux de risque, ainsi que les conseils d'investissement fournis aux clients. C'est-à-dire que, en gros, ils sont même allés jusqu'à dire que suivant l'humeur du gérant, ou du conseiller, suivant le temps qu'il fait dehors, etc., pour un même client avec le même patrimoine, vous aviez deux gérants qui donnaient des niveaux de risque totalement différents. Donc ça prouve bien aussi les biais personnels qu'un gérant peut avoir en fonction lui-même et les conseils que ça va changer. Et donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que dernièrement, c'est là où c'est que quand le marché monte, vous avez personne qui prend
conscience du niveau de risque qu'il a pris sur le marché, que ce soit de la concentration à la mode Cathie Wood, sur la concentration sur des valeurs Qtech ou des valeurs illiquides, mais tant que ça monte, on s'en rend pas compte. Et donc l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est que quand le marché va se mettre à corriger, etc., que là, on va voir les effets de levier, que là, on peut avoir des débouclages, que là, on peut avoir des mises en liquidation, etc., qui peuvent créer de la volatilité. Et ceux qui pensent que oui, moi, mon risque, il est tout à fait confortable, j'ai pas de problème, eh ben, il faut qu'ils fassent des stress tests, parce que si jamais, là, actuellement, dans le marché tel qu'il est, on se dit, moi, j'ai pas de risque, etc., mais si vous prenez 5%, si vous prenez 10%, est-ce que vous avez les appels de marge? Est-ce que vous, à ce moment-là, vous sentez le risque? Et donc, on le voit que, en gros, le marché peut très rapidement arriver à des niveaux de risque que certains gérants éventuellement n'avaient pas encore entretenus, et c'est là que ça peut déclencher. Et c'est là cet effet boule de neige. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je dis juste que il faut prendre conscience des biais psychologiques, il faut prendre conscience également du consensus, et prendre conscience, voilà, que quand on est sur des niveaux de marché comme ça, très concentrés, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est la porte de sortie. Et donc, l'idée, c'est pas de l'anticiper, bien entendu, mais c'est d'y être préparé. Donc, ce que l'on a, évidemment, vous le voyez, c'est beaucoup d'investisseurs qui continuent, tel que le consensus, d'être pro-S&P, pro-pétrole. On le voit, les marchés émergents un petit peu moins que le mois dernier. Et au niveau du Bitcoin et de l'or, on est à peu près sur le même niveau. Et l'or, on revient sur l'or également. Donc on suit globalement le mouvement. Et ensuite, au niveau de la Fed, ce que l'on constate évidemment, c'est que le marché commence à anticiper le calendrier de la Fed. C'est-à-dire que la Fed va très certainement remonter les taux, ou en tout cas réduire ses injections monétaires bien avant que ce qu'elle dit, c'est-à-dire en 2023, et ça sera très certainement, on le voit, sur le premier semestre 2022 directement. Donc le marché est déjà aussi en train d'intégrer ça petit à petit, on est tout le temps dans l'anticipation. Ce que je trouve intéressant, voilà, on s'en était parlé il y a déjà plusieurs mois, au fin d'année ou début d'année de 2021, c'est l'idée, voilà, qu'on a aussi pas mal de gérants qui reviennent du coup chercher de la value, mais aussi venir chercher des capitalisations moindres, des valorisations moindres en Europe. Donc on voit que l'Europe recommence à intéresser. Ce que l'on voit également ici, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'on commence à devenir un peu plus défensif et donc à revenir aussi sur des valeurs dividendes aussi pour avoir un petit peu de protection. Et la plupart de ces valeurs dividendes, on va dire, c'est aussi des valeurs non cycliques. Alors vous avez aujourd'hui des gros dividendes sur les actions pétrolières également, mais là voilà, on est en pur cyclique. Ensuite, j'ai trouvé ce chart sur MacroCharts. Je trouvais ça intéressant. À chaque fois, vous avez la une, donc là en l'occurrence c'est New Economist, je crois, c'est pas assez clair pour savoir, mais ça a l'air. Et à chaque fois, donc, c'est les unes sur l'inflation. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que très souvent, les unes qui vous disent en gros que les taux sont bas et que ça va durer, et vous avez un pic d'inflation. Hein. La dernière une, vous voyez, c'était Free Money. Et puis à partir de ce moment-là, on a eu le taux à 10 ans qui est bien remonté. Et là maintenant, tout le monde reparle que d'inflation. Et a peur de l'inflation, de la remontée des taux, etc. La dernière fois, hein, où on avait dit burning hot, etc., c'était ici. Hein, je m'en souviens bien. On avait, tout le monde vous sortait des graphes du 10 ans américain avec des obliques qui dataient de 25 ans, etc. En vous disant, on vient de la casser, ça y est, c'est la fin du monde, etc. Boum, allez. On était reparti pour un tour. Bref, c'est toujours la même chose, vous voyez, le consensus, finalement, c'est les unes des journaux, même spécialisés, etc. Il faut toujours s'en méfier. Et ça m'a fait sourire. Et je pense que c'est important, voilà, de le garder en tête. C'est que quand vous commencez à lire des choses un petit peu partout, quand toutes les vidéos YouTube commencent à vous parler du super cycle, des matières premières, etc., ou de l'inflation, alors, la vision est certainement très bonne à long terme, mais ce qu'on oublie, c'est l'intermédiaire. Hein. Donc c'est ça pour moi qui est important aujourd'hui avec cette vidéo. C'est bien de vous faire comprendre qu'éventuellement, on est en train là de rentrer dans la période intermédiaire. Vous avez donc, je reprends ici le TLT, alors ici c'est le 20 ans, c'est les obligations à 20 ans aux US. Donc quand ça monte, les taux baissent, quand ça baisse,
les taux montent, donc les obligations baissent quand vous avez les taux qui remontent. Donc on voit bien ici la pression, et là vous voyez, on est revenu sur un niveau pivot très important, et donc là on est en train de neutraliser. Donc on valide bien là que le marché, pour l'instant, il est dans un mode attente. Donc quand les journaux vous parlent que voilà, ça s'est détendu, etc., j'irai pas si vite en besogne. J'irai juste de dire qu'on est en train de neutraliser et de temporiser la situation. Si on casse par le bas, on va vous reparler du taux à 10 ans à 2% ou à 2,5% et donc se refaire un coup de blues sur l'inflation. Si on casse par le haut, là, on détend. Mais attention, si on casse par le haut, on va détendre et on va dire, bon, ben, très bien, l'inflation, on se détend. Mais ça veut aussi dire quelque chose d'autre. Ça veut aussi dire que du coup, peut-être qu'au niveau de la croissance que l'on attendait, de la réouverture économique, etc., on a peut-être visé trop haut. Et donc, ce que ça voudra dire également, cette baisse d'inflation, c'est également baisse de la croissance. Et donc là, on va reparler, si la croissance n'est pas suffisamment forte ou suffisamment durable, le marché peut se remettre à avoir peur sur tout ce qu'il a pressé sur les valeurs cycliques, également, il peut se remettre à avoir peur sur toutes ces valorisations et les capitalisations qu'il a données. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que l'inflation ou la hausse des taux, baisse des taux, etc., il faut bien comprendre aussi le lien qu'il y a avec cette croissance économique et ne pas les dénaturer ensemble. Ici, sur le pétrole, ce que l'on a également sur le pétrole, c'est qu'évidemment, tout le monde va vous parler de la hausse des pétroles à long terme pour des raisons structurelles, etc. Ça, on ne le remet pas en cause, on y est en plein dedans, et c'est la même chose pour la plupart des matières premières. La production, l'offre, c'est quelque chose voilà, qui n'est pas extensible et pour le pétrole, et difficilement, il faut des investissements, il faut des années, etc., pour des mines, etc. Donc ça peut être très complexe si on met la pression comme on est en train de la mettre avec la transition énergétique, etc. Donc du coup, la vision long terme ne change pas. Par contre, à court terme, ce que l'on voit graphiquement, mais je ne vais pas trop m'attacher sur le graphique, c'est qu'on commence à buter sur un niveau de 70 $. 60-70 $, c'est un prix du baril de pétrole qui convient à tout le monde. C'est un prix du baril de pétrole qui permet de relancer des projets, etc. Et ça convient donc pour les gros mastodontes également, pour continuer d'emmagasiner un paquet de profits et leur permettre avec ces profits de commencer à faire de la croissance externe ou de l'investissement pour leur transition énergétique. Donc ça convient vraiment à tout le monde. Là, ce qu'il faut se dire maintenant, voilà, c'est que vous avez la vision à long terme, et puis à court terme, qu'est-ce que vous avez? Éventuellement, dans le pétrole, on peut retrouver également cette indication de dire si le marché à un moment donné prend peur sur la croissance ou pense qu'elle ne va pas être aussi forte que prévu, etc., on le verra sur le pétrole à court terme. Également, ce que l'on peut voir sur le pétrole, c'est finalement ces goulots d'étranglement qu'on a mis, qui sont finalement quelque chose de temporaire parce qu'on a ajusté les prix, parce qu'on a comprimé à un moment donné la demande au même moment. Vous relâchez en fait ces besoins de demande, vous anticipez la remise sur stock pour pouvoir faire des ventes, etc. Mais tout cela, comme je vous l'ai expliqué, c'est éventuellement des achats qui sont agglutinés au même endroit, mais qui ne se feront plus dans les 3 mois ou les 6 mois à venir. On est en anticipation, donc ces 6 mois-là, c'est déjà 2022. Donc ça aussi, c'est à comprendre cet effet de compression, mais on va y revenir plus tard. Également, du coup, on parle matières premières. Là aussi, le consensus est très chaud sur les matières premières, mais là aussi, ces matières premières-là, il y a eu une compression. Par contre, sur l'or et sur l'argent, même si l'argent a un impact industriel fort également, vous avez cet impact plus long terme, vision long terme inflationniste. Et donc je vais vous redire ce que j'ai déjà dit dans l'académie, il me semble, mais c'est pour moi l'argent qui revêt un bon intérêt à surpondérer à long terme. Éventuellement, pour ne pas se prendre la tête, c'est d'acheter tous les mois, de faire ce qu'on appelle du DCA, c'est-à-dire d'acheter régulièrement, soit mensuellement, trimestriellement, etc., pour lisser en fait votre prix d'achat quand vous êtes dans une perspective de très long terme, bien entendu. Donc voilà pour cet aspect-là. Et évidemment, c'est lié aussi à la vision long terme de la dégradation du dollar. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est le bruit, évidemment, de court terme. Cette dégradation du dollar, on la voit par rapport à toutes les monnaies, mais surtout, donc, on la voit par rapport à l'euro. Pour autant, on voit qu'on va très rapidement arriver quand même sur des niveaux de résistance importants, des niveaux pivots aussi de long terme. Ce qu'il faut bien se dire également, c'est que cette dévaluation du dollar, oui,
C'est négatif pour les US en termes d'inflation, puisque les biens importés, donc du coup, reviennent plus chers, si votre monnaie s'est affaiblie. Mais ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que ce n'est pas dans l'intérêt non plus de beaucoup de pays, notamment qui vont exporter, d'avoir une monnaie qui est trop forte également pour leurs entreprises, etc. Donc il y a un moment donné où on va rentrer dans une espèce, entre guillemets, de guerre des monnaies, c'est-à-dire que dès qu'on va dépasser les 1,25, pas tout le monde on va commencer à réagir au niveau des banques centrales, etc. Donc là aussi, il va y avoir des choses qui vont pouvoir se passer. Donc ça c'est très intéressant pour plusieurs choses, parce qu'au niveau des pondérations et des allocations d'investissement, là aussi, voilà, c'est là où on se dit rapatriement sur des marchés domestiques comme l'Europe, pour différentes raisons, mais également pour des raisons de devises, et donc là aussi, de manière temporaire ou d'une manière durable. C'est ce que l'on va retrouver ici sur ce graphique, où l'on voit la surperformance des Américains, et on ne peut pas expliquer cette surperformance seulement par la surperformance de la technologie. On voit que les Américains ont surperformé aussi si on prend uniquement la value. Ce qui nous permet également de remettre sur le tableau la valorisation des indices américains. Donc on voit qu'on a continué de survaloriser, mais potentiellement, là, le coup d'après, c'est de se dire, si le dollar continue à s'affaiblir, c'est positif pour les matières premières, c'est moins positif pour l'inflation, mais donc du coup, or, argent devrait être intéressante, et c'est positif pour les marchés émergents. On voit ici le rattrapage des marchés émergents. Donc ça, c'est le côté également baisse du dollar. Et c'est positif également aussi pour l'Europe, qui a énormément de valeur value. Mais ça, voilà, on a vu déjà une repondération qui s'est faite, notamment sur les petites caps qui étaient très délaissées, petites cap value, qui étaient très délaissées parce que très illiquides. On voit qu'on est revenu dessus. Et donc, je vais conclure par ce graphique ici. C'est-à-dire qu'en règle générale, la plupart des gens pensent que les choses évoluent comme la première partie du graphique, c'est-à-dire j'ai une vision long terme et donc hop, on va y aller d'un coup. Mais la réalité, c'est que le chemin est en forme de poupée russe avec des corrections de court terme et de moyen. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec cet effet Covid qui reste un choc exogène, il faut bien intégrer l'exceptionnalité de la chose et donc la compression que l'on a eue, les goulots d'étranglement que l'on a, les aides gouvernementales, etc., qui peuvent pousser un certain nombre d'éléments, et donc éviter de faire des conclusions hâtives. Et donc pour moi, l'idée, c'est le marché, qu'est-ce qu'il peut anticiper maintenant, et donc tous les graphiques, ça sera ça qui sera intéressant de regarder dans les mois à venir, c'est que les statistiques que l'on aura nous valideront tout ce qu'on a pu anticiper ici. Mais le marché, potentiellement, il ne faudra pas penser qu'il est irrationnel, alors qu'on n'est pas d'accord avec moi derrière, mais il ne faudra pas penser qu'il est irrationnel, parce qu'à un moment donné, éventuellement, il va vouloir anticiper cette remise à la normalité, ce contre-coup quelque part. Certains l'appelleront certainement une dépression, c'est le contre-coup après le soulagement, après la réouverture, etc. C'est-à-dire qu'on agglutine un petit peu toutes les dépenses au même moment, et puis après on retombe dans la normalité, et donc il y a ce petit moment avant de revenir dans un cycle plus classique. Donc voilà un petit peu ce que j'ai derrière la tête, ce que j'essaye de... Comment je vois un petit peu la suite des choses. Comme d'habitude, j'espère que ces différentes charts, etc. auront pu vous aider éventuellement aussi à éviter le bruit de marché qu'il peut y avoir actuellement à court terme, à éviter voilà, d'être pro-consensus, même s'il y a toujours une question de timing, bien entendu, et à essayer de voir un petit peu éventuellement comment pourrait être la suite, et donc ne pas être surpris si jamais les valeurs value, les valeurs cycliques venaient à baisser, si jamais en effet on commence à avoir de très bonnes stats économiques mais les marchés baissent, ne pas se dire c'est irrationnel. Toujours réfléchir que le marché peut-être est en train d'anticiper et que donc le paquebot continue à aller dans un sens, mais que dans la machinerie on est déjà en train de tourner dans l'autre. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à la partager également sur les réseaux avec vos amis pour que ça puisse aider le maximum de personnes, et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien en cliquant sur la petite clochette de notification. Je vous attends du côté des commentaires également pour savoir ce que vous en pensez, quel est votre scénario éventuel, qu'est-ce que vous regardez vraiment de près actuellement.
Comme ça, on peut rendre la vidéo la plus objective possible et ça permettra également pour les prochaines de reprendre potentiellement certaines choses pour toujours essayer de rester le plus objectif possible dans nos investissements. C'est le plus important. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!